Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la deuxième étape du Tour de Suisse, un petit peu le débrief de la première étape du Tour de Suisse comme c'était prévu. Parce que comme je vous l'avais dit hier, enfin même avant-hier, c'était samedi, que j'aurais beaucoup de mal à faire le débrief de la première étape du Tour de Suisse en temps et en heure, et que j'avais décidé de lier les deux premières étapes. Je pensais pas qu'il y aurait autant de spectacles dans la première étape. Je pensais pas qu'il y aurait également autant de spectacles. Mais vous allez voir pourquoi j'ai autant de spectacles dans cette deuxième étape. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches si vous pensez que ça peut les intéresser. Dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'étape, ce qui vous a plu, qui vous a déçu. N'hésitez pas également à me parler de la première étape, à me parler des Français. Enfin voilà, il y a pas mal de choses à dire. Du côté des coureurs au top, également des flops, je pense qu'il y aura des choses à dire. Et puis, quand vous vous abonnez à la chaîne, vous pouvez, ce qui est déjà très bien, vous pouvez mettre la petite cloche, comme ça vous êtes au courant des dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, qui des fois ne sortent pas toujours à la même heure. Et surtout, vous pouvez activer toutes les notifications, comme ça, là c'est le Saint Graal, c'est encore mieux. Je précise également que je suis en train de réfléchir, je commence à préparer le prochain Tour de France, mais juste, j'ai commencé à réfléchir sur l'heure d'arrivée des étapes. Je pense qu'on aura du mal à faire les vidéos à 21h. Je pense que ça se rapprochera plutôt de 21h30. C'est pour vous prévenir déjà que pour le prochain Tour de France, si les étapes arrivent un peu tard, il se peut que les vidéos, ça sera entre 21h et 21h30, mais je pense que ça sera plus proche de 21h30. Bon, on commence par cette étape 2. Avis général de cette étape 2. Là, ça fait du slip, là. Ah non, mais j'en pose mon stylo. Ça fait depuis 20 ans que je regarde le cyclisme. J'ai jamais vu une étape avec un scénario aussi improbable, aussi n'importe quoi. Depuis que je regarde du cyclisme, j'ai essayé de me remémorer. Pourtant, j'ai vu des journaux à la con, hein, mais là, il n'y a rien qui était prévisible. Tout est improbable. Tout est improbable dans cette journée. C'est-à-dire qu'on a une échappée qui est assez grande, qui va se désintégrer à 45 bornes de l'arrivée, alors qu'il y a encore plus de 4 minutes, enfin il y a quasiment il y a 3,50 à ce moment-là, et on a encore une belle marge. Donc on se retrouve à un moment à 3, puis on repasse à 5. Vous avez un Burgodo qui veut tenter de faire rouler les mecs derrière, alors que les mecs derrière se sont fait lâcher, donc ça n'a aucun intérêt. Vous avez ensuite Leknesund qui part devant dans le final, alors que l'écart là est de 2 minutes à 20 bornes de l'arrivée. Donc on se dit, si derrière ça s'entend, ça peut le faire. Sauf que ça s'entend pas énormément. Sauf que d'un coup, vous avez Alpecin qui roule. Je sais toujours pas pourquoi Alpecin a roulé. Et à la fin, vous avez victoire de Leknesund qui, s'il ne se relève pas dans les 100 derniers mètres, aurait pu peut-être prendre le maillot de leader, ou si Alpecin n'avait pas roulé dans le final. Alpecin roule dans le final, mais en même temps, son sprinter n'est pas très performant. On a également Bettiol qui, en plus de faire un sprint irrégulier, célèbre. Je rajoute quoi encore? L'équipe de Suisse qui nous a fait une magistrale performance. Enfin voilà, j'ai dans le n'importe quoi. Donc on a un maillot jaune qui n'a pas défendu son maillot, mais qui garde quand même son maillot jaune. Un mec qui remporte l'étape, mais qui remporte pas le maillot jaune, mais c'est pas encore le pire. L'équipe de Suisse, Bettiol, Alpecin. Enfin voilà, il y a eu des moments. Ça a été vraiment une étape magistrale. C'est-à-dire dans les événements incompréhensibles, c'était bien. Tu rajoutes à ça en plus, moi je l'ai regardé sur la chaîne L'équipe, tu rajoutes à ça Patrick Chassé et Cyril Guimard. Alors je sais pas si le soleil leur est tombé un petit peu sur la tête. Et putain, ils avaient du mal. Hein. Et sur la première étape déjà que j'ai regardé en début d'après-midi, ils avaient du mal, mais sur la deuxième également. Il faut savoir, je me suis tapé les 2 étapes d'enchaîner. Plus une vidéo, parce que je me suis aperçu à la fin de la vidéo que j'avais fait très long sur la Formule 1, j'ai fait 1 heure sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan. Voilà, une journée bien chargée pour moi. On revient sur l'étape 1. L'étape 1 donc, avait lieu hier, qui a été une étape spectaculaire. Alors il y avait un petit circuit sur l'étape d'hier, et ça a fait mal, hein, ce petit circuit autour
de Cusnart, avec donc la victoire de Stephen Williams qui a été audacieux, qui a fait un bon sprint. Alors Stephen Williams qui a quand même remporté l'année dernière la Crow Race, qui cette année, du souvenir que j'ai, je l'avais vu... Bah non, parce qu'il a fait que le Tour de Romandie et le Tour de la Communauté de Valence, et on peut pas dire... Il a que 12 jours de course, hein. Et il va faire les Jeux du Commonwealth, la course sur route, normalement. Il y a les Jeux du Commonwealth cette année, je ne savais pas. Mais il a fait, l'année dernière, il avait remporté la Crow Race, Ronde de l'Isère en 2018. Donc c'est quand même un coureur qui a fait quelques petites choses dans sa carrière. Même si ça reste quand même un équipier, mais hier il fait vraiment un bon sprint, voilà, dans un groupe de 15. On a quand même des leaders qui sont à voir hier. On a parlé pas mal des Français, notamment de Thibaut Pinot. Certes, Thibaut Pinot est à 50 secondes, en sachant que Thibaut Pinot, il se fait déjà lâcher dans une descente. Sauf que Thibaut Pinot, au final, il se termine avec Uran, Martinez, donc les Knessoun qui est remonté dans le classement, avec Diego Ulissi également. Enfin, il finit pas avec des branquignoles. Quand tu regardes, avec Bernsteiner également du côté de la Bahreïn et Gino Meder. La surprise, c'est qu'il y en ait 15 qui ont réussi à s'échapper, mais parmi les 15, on a du haut niveau. On a Van Wilder, Evenepoel. La doublette a l'air de bien marcher entre les deux. Charman qui sort d'un très bon Tour d'Italie. Marc Hirschi qui retrouve quand même une très bonne condition physique cette année. Lutsenko, alors on ne l'avait pas vu depuis longtemps, Lutsenko, il s'était pété la clavicule. Moi je l'avais pas vu depuis longtemps, Lutsenko. Il a fait le Tour de Hongrie, donc il est bien de retour. C'est vrai qu'il a que 14 jours de course dans l'EHPAD. Il va arriver très frais sur le Tour de France. Il y avait Guita, qui est quand même bon depuis le début de saison. Sepke, j'en parle même pas. Pozzovivo, là également du Tour d'Italie, ça marchait bien. Alors Stephen Kung, mais qui est de mieux en mieux sur ce type d'étape. Et Vlasov, j'en parle même pas de Vlasov qui fait partie des très bons coureurs sur le prochain Tour de France. Fuglsang, toujours très bon au mois de juin, c'est quand même le mec qui a remporté 2 fois le Dauphiné. Geraint Thomas était là aussi. Il est de mieux en mieux aussi, Geraint Thomas, je trouve. Donc voilà, un groupe de 12 qui a été de 15 pardon, qui a réussi à sortir devant. Et puis derrière, on a Clément Berthet, qui est peut-être un petit peu la surprise de le voir dans le deuxième groupe. Et puis ensuite, on a Thibaut Pinot qui se retrouve à 50 secondes. Mais un Hugh Carty, par exemple, est déjà une 52, c'est fini. Et un Rui Costa est à 6 minutes 22, en ayant subi un problème technique au mauvais moment. Jevine, P14 minutes qui était dans l'échappée, était 14 minutes. Enfin voilà, ça a été une étape assez surprenante hier. Donc voilà, avec déjà des gros écarts au niveau du général. Vu que Thibaut Pinot, je vais le retrouver, Thibaut Pinot, est déjà à 1,01. Un Masnada est à 1,29. Et Hugh Carty est à 2,02 au général, avec Arensman notamment, et Rosé Rada. Donc comme quoi il y a eu des gros écarts au niveau du classement général. Bon, on commence tout de suite par le bilan des Bleus. Je vais faire soft aujourd'hui sur le bilan des Bleus, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de Bleus qui se sont mis en avant aujourd'hui, et que on en a déjà parlé pas mal de l'étape 1, qu'il n'y a pas eu de changement du niveau du classement général. On avait Mathieu Burgodeau ce matin dans l'échappée, qui a fait plutôt une belle performance dans cette échappée. Alors Mathieu Burgodeau qui est aussi dans une phase de reprise, Mathieu Burgodeau, vu qu'il avait... Il avait eu des problèmes physiques, et je crois qu'il avait fait la clavicule, Burgodeau. Donc voilà, il revient presque. Le coureur français, mais il a fait une belle échappée aujourd'hui. Il était vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Il était revenu au niveau des boucles de la Mayenne. Il a fait également le Grand Prix du canton d'Argot en Suisse, mais c'est vrai que il a peu couru depuis sa chute. Est-ce qu'il fera le Tour de France? C'est pas encore sûr. Il y a du monde dans cette formation totale. Et puis on a vu quelques coureurs très performants sur le dernier Dauphiné.
Donc on verra, mais Burgodo qui retrouve un petit peu de conditions physiques, là aujourd'hui l'échappée. Bon après quand Leknesund a accéléré, Leknesund était un petit peu une jambe au-dessus de tout le monde, donc c'était un petit peu compliqué. Sagan également qui est de retour. Sagan, bon voilà, il revient. Alors j'ai pas encore eu le temps de voir les vidéos de la Total Energy de la première étape et de la deuxième étape, mais l'idée je pense de Peter Sagan sur ce Tour de Suisse c'est de retrouver un petit peu de conditions physiques et de voir où il en est sur les gros efforts, peut-être tenter de partir en échappée en fin de Tour de Suisse si sa condition physique lui permet, toujours dans l'objectif d'aller sur le Tour de France après quand même une première partie de saison qui a été très compliquée, à part sa 5e place sur Milan-Torino et la 4e place sur l'étape 2 des Tirreno Adriatico. Il a très peu couru suite à ses problèmes physiques, 17 jours de course seulement. Après son abandon sur le circuit de la Sarthe qu'on avait suivi sur la chaîne. Voilà, il est revenu au GP du Canto d'Argo et là l'objectif est de retrouver un petit peu de conditions physiques. C'est un peu mission sauvetage quand même de la saison de Sagan. Là dans les quelques jours à venir, j'ai l'impression que ça allait un peu mieux aujourd'hui qu'hier. Hier, je l'avais trouvé un petit peu palo dans le final. J'avais l'impression que ça allait un peu mieux pour Peter Sagan quand il s'est relevé. Et je rappelle qu'on est toujours à -6 sur le compteur JR. J'ai pas fait de point JR parce qu'il n'y avait pas grand chose à dire aujourd'hui. On passe tout de suite au coureur au top. Attaque de Marlou! Alors, du côté des coureurs au top, eh bien, je commence avec Andreas Leknesund. Leknesund, c'est quand même un coureur pour moi qui avait des qualités. Je crois me souvenir l'avoir vu à Plouay lors de son titre de champion d'Europe. Ça me dit quelque chose. Et je me souviens qu'à l'époque on disait c'est un futur crack, c'est un coureur qui sera vraiment, qui a un grand talent et qui sera très fort. Jusqu'à maintenant, Leknesund, pour le moment, sur sa première année chez DSM, moi, j'avais pas été impressionné plus que ça. Alors, il a 23 ans, il vient d'avoir même 23 ans, il avait 22 ans jusqu'à maintenant. Mais moi, il m'avait pas impressionné plus que ça, le coureur norvégien, alors qu'on me le mettait comme super coureur, vraiment comme vraiment une pépite du cyclisme. Et moi j'attendais de voir un petit peu ce que ça allait donner. Ça va mieux pour Leknesund et surtout pas mauvais début de saison, 11e de Paris-Nice. Donc là il enchaîne avec une victoire d'étape sur le Tour de Suisse. Donc voilà, ça veut dire que ça va pas mal quand même pour le Norvégien et qu'il commence à comprendre correctement le monde professionnel. 3e victoire dans sa carrière. Et première victoire en World Tour, je pense, sans me tromper, pour le coureur norvégien. Donc ça veut dire que peut-être qu'il a enfin... on lui fait peut-être aussi un peu plus confiance chez DSM. C'est un coureur qui a un contrat encore de 3 ans, et puis encore de 1 an, pardon, l'année prochaine. Et puis surtout que c'est important pour la DSM, parce que c'est 60 points UCI. Il faut savoir que le Tour de Suisse est calibré comme le Dauphiné, au niveau des points UCI, et comme le Tour de Catalogne également. Comme le Tour du Pays-Bas, je sais pas, au niveau du Tour de Catalogne. Paris-Nice doit être calibré également de la même manière. Donc c'est-à-dire 60 points UCI pour une victoire d'étape. Donc c'est plutôt intéressant pour DSM qui, depuis quelques temps, a quand même du mal à faire un gros carton. 3e ou 4e victoire seulement de DSM depuis le début de saison. Donc c'est vraiment pas foufou pour le moment ce que fait cette équipe. C'est la 4e victoire, voilà, après la victoire de Dainese, la victoire de Romain Bardet au Tour des Alpes et la victoire de Sam Welsford au Tour de Turquie. J'ai vu toutes les victoires d'étape, toutes les victoires de la DSM. Je peux pas le dire de toutes les équipes. Je continue avec Stephen Williams. Belle étape. Pourquoi belle étape? Pourquoi je le mets au top Stephen Williams? Vous allez me dire, t'es complètement con. Sauf que réussir à conserver le maillot de leader alors que ton équipe a pas mis un coup de pédale et que même toi t'as pas mis un coup de pédale à l'avant de la course, chapeau quand même. Chapeau. Comme quoi ça a vraiment été une étape du n'importe quoi.
normalement aujourd'hui, Williams, vu comment la Bahreïn a roulé, vu comment on n'avait pas trop confiance en lui, normalement il doit perdre le maillot. Sauf que, les autres équipes ont décidé de rouler un petit peu à contre-cœur, mais elles ont roulé. Alors vous avez déjà eu la Quick-Step qui a fait un petit tempo, vous avez la Bora aussi qui a roulé quand même un peu plus fort, et puis vous avez Alpecin qui a roulé très fort. Et ce qui fait que d'un coureur qui devait perdre aujourd'hui le maillot leader, Stephen Williams conserve son maillot avec 10 secondes sur Leknesund, 4 sur Sharman, 6 sur Andreas Krohn et 7 sur Leknesund. Il a eu du cul également que Leknesund se relève dans le final. Que dire Oui, bravo, monsieur Stephen Williams, parce que d'une situation qui était mal embarquée, il va conserver le maillot un autre jour. Après, on verra ce qui se passera dans les étapes à venir. Mais voilà, fantastique, notre ami Stephen Williams, parce que c'était vraiment mal embarqué à un moment dans la course, puisqu'quand l'échappée avait 5,40 d'avance, tu te dis, bon, ça va être compliqué pour garder, son classement et pour rester en tête. Mais au final, comme ça s'est un peu regardé, comme ça a été un peu la fête du slip à certains moments, il a conservé son maillot de leader. Donc chapeau, monsieur Stephen Williams. Puis demain, il peut peut-être encore le conserver, ce maillot de leader, le Suisse. On passe tout de suite au bonnet d'âne, pardon. Du côté des bonnets d'âne. Alors là, ça va être la fête du slip du côté des bonnets d'âne, je vous le dis tout de suite. On va bien se marrer. Je commence avec Alpecin Phoenix. Des fois, j'ai quand même du mal à comprendre cette équipe. Je vais pas vous mentir. Sur le Giro, il y a eu 2-3 étapes où j'ai eu du mal à comprendre la stratégie globale de cette formation. Notamment cette fameuse stratégie de dire on tente pas de miser le maillot de meilleur sprinter avec Van Der Poel. Et on joue les sprints massifs avec Maresco, sauf que Maresco abandonne après un seul sprint massif, et que Van Der Poel, excusez-moi de vous le dire, mais il savait faire des sprints massifs il y a 4 ans, 5 ans. Je pense pas qu'il ait perdu sa capacité à faire des sprints massifs, et je pense pas qu'il ait peur de rouler dans un peloton, surtout qu'il fait quand même un petit peu du cyclocross pendant l'hiver. Là, pourquoi on a roulé pour Oldani ? Parce que à partir du moment où il restait encore 110 coureurs dans le peloton, un truc comme ça, à partir du moment où il restait encore Michael Matthews, où il restait encore Matteo Trentin, Niklas Arndt, notamment, pourquoi, vraiment, tu tentes le coup avec Oldani ? Oldani, c'est quand même pas un pur sprinter, c'est un puncher de base, Oldani. Donc à quel moment tu te dis chez Alpecin, waouh, malgré Michael Matthews, malgré Bettiol, malgré Pasqualone, même Adrien Petit, Trentin, Arndt, tout ce que tu veux, on va miser sur Oldani. Moi, il y a un moment, je ne comprends pas. Je ne comprends vraiment pas pourquoi on roule, et surtout pourquoi on roule de cette manière. Parce que, bon, ok, le matin en briefing, tu dis tu mises tout pour Oldani. Mais pourquoi tu laisses l'échappée avoir autant d'avance ? Pourquoi tu roules aussi tardivement ? Pourquoi tu décides pas de collaborer avec la Quick-Step, avec la Bora qui roulait à un moment ? Pourquoi t'attends les 20 derniers kilomètres pour rouler ? Si tu es sûr de Oldani, je sais pas, Oldani t'a montré à l'entraînement ou la veille qu'il était très fort, tu roules même différemment. Tu roules beaucoup plus tôt. Pourquoi on attend presque d'être au bord du précipice pour rouler ? C'est quand même surprenant cette stratégie de la part de Alpecin. Et puis, on roule fort même dans le final pour finir 10e de l'étape, donc 9e du sprint. Là, très clairement, je n'ai pas compris du côté de l'Alpecin, parce qu'il n'y avait aucun intérêt. Comme quoi, bon, on avait émis des hypothèses pendant le dernier Giro, j'ai des doutes quand même sur le staff technique de cette équipe, sur les managers, parce que je me dis que là, en termes de stratégie, on était quand même complètement à la rue. On commençait avec Alpecin, on continue avec Alberto Bettiol.
Que dire de Bettiol? Bon, déjà, célébrer alors qu'on est deuxième de l'étape avec tous les moyens modernes de communication, je me dis, chez EF, il y a eu une couille dans le potage. Pour l'instant, il n'est toujours pas disqualifié, Bettiol. Son sprint est complètement irrégulier à Bettiol. Hein. Il commence sur un bord, il finit de l'autre côté. Matthews peut pas déclencher son sprint au tout départ. Je comprends pas pourquoi Bettiol est pas est pas disqualifié de ce sprint. Parce que pour moi, le sprint de Bettiol, il n'est pas du tout régulier. Il commence au centre, il se décale sur la gauche de la route pour revenir au centre en passant par la droite. Il se redécale quasiment aux 3/4 de la route à droite. Ensuite, Matthews peut lancer son sprint et il revient de nouveau au centre. Il y a eu des tic 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 comme ça là. Il a fait des zigzags quoi. On dirait Jacques Villeneuve. Il a fait des zigzags. Le petit Bettiol. C'était pas du tout une imitation de Jacques Villeneuve, hein, parce que Jacques Villeneuve n'a pas l'accent du Sud, pour ceux qui regardent la Formule 1. Mais j'ai absolument pas compris pourquoi Bettiol n'est pas disqualifié de ce sprint, parce que le sprint est de toute manière irrégulier. Et de toute manière, là encore chez EF, pourquoi on n'a pas roulé plus tôt? Là aussi, alors chez EF, ils ont attendu, je crois, 8 km de l'arrivée et 7 km de l'arrivée. Vu la situation, il fallait rouler avant. Le fait que les Knessoun gagnent aujourd'hui, c'est quand même que derrière, dans le peloton, il y a des équipes, je sais pas où était passé le cerveau, mais il n'était pas dans la voiture des directeurs sportifs. Hein. Il était resté à l'hôtel, le cerveau. Hein. Je ne sais pas s'il y avait eu une fête la veille, mais il y a quand même des équipes qui, en termes de stratégie, pareil Intermarché, hein, qui roulent dans le final. Je n'ai pas compris la stratégie de ces formations. Et donc, du côté de Bettiol, tu peux pas. On avait parlé de Pibernik sur le dernier Giro, il nous a fait une Pibernik. Il y avait eu ça sur le Tour de Normandie, mais autant sur le Tour de Normandie, tu peux te dire, c'est pas vraiment filmé. Les mecs n'ont pas forcément la caméra dans les voitures, sont souvent des jeunes coureurs. Bettiol, il a quasiment 30 balais. C'est un coureur qui a remporté le Tour des Flandres, quand même, Bettiol. EF, c'est une équipe avec des moyens. On est quand même sur le Tour de Suisse. Sur la deuxième plus grande course d'une semaine de la saison, avec le Tour du Pays Basque. Tu peux pas faire ça. Tu peux pas te rater autant aujourd'hui. C'est incroyable ce qu'a fait Bettiol quand même. Moi je suis sidéré, je suis quand même sur le cul. Et puis je termine avec l'équipe de Suisse. J'ai décidé de finir avec peut-être le plus grandiose de la journée. L'équipe de Suisse, donc équipe nationale, qui fait... Ils sont aussi sur le Tour de Romandie, hein, donc qui vient avec une start list. Ils sont venus notamment encore une fois avec Claudio Imhoff, parce qu'il faut savoir que Claudio Imhoff, moi j'ai toujours connu dans l'équipe de Suisse. Hein. Je m'excuse 2 secondes, je me branche. Donc, on fait avec Claudio Imhoff. On a également d'autres courants. Je ne vais pas regarder la sélection suisse. On va regarder 10 secondes si ça s'affiche rapidement. On a Rug, Voisard, Yanis Voisard, Retiman, Froidevaux, Robin Froidevaux, Roland Talman également qui est présent. Et donc, Simon Witsum. Bon. Ce matin, il rate l'échappée. Bon, ça arrive, le groupe part. Mais Michael Albazini leur dit dis donc les cocos, il faut qu'on soit présent à l'avant tous les jours, il faut qu'on monte le maillot, ce qui a toujours été le cas de l'équipe de Suisse. J'ai rarement vu pas être dans une échappée sur le Tour de Suisse ou sur le Tour de Romandie. Donc ils partent en contre avec Imhoff qui se sacrifie pour Witsum. Tu te dis déjà rater l'échappée, partir en contre, ça pue du cul un petit peu quand même, hein, cette stratégie là, mais pourquoi pas. Si en plus on décide de sacrifier Claudio Imhoff, peut-être que Witsum va se cacher derrière, surtout que Claudio Imhoff c'est quand même un sacré gabarit, donc ça peut le faire. Bon, ils reviennent après quand même une sacrée partie de manivelle derrière le groupe de tête. Plus ça dure longtemps, hein, la période de chasse-patate,
moins c'est bon pour rester longtemps dans l'échappée. Mais tu te dis là encore, bon, Claudio Imhoff s'est sacrifié, Claudio Imhoff va péter assez vite, et puis bon, l'autre restera, même s'il était déjà dans l'échappée hier quand même. Et puis là, bah, on a eu une démonstration de talent avec Claudio Imhoff qui explose, ça normalement, sauf que il explose avec un coureur de Astana qui était Leonardo Basso. Bon, Leonardo Basso, hein, professionnel surtout en World Tour parce qu'il s'appelle Basso. Et Vitsum, je sais pas trop comment on doit dire, lui a explosé, je sais pas, 5 bornes après, 6 bornes après. Donc autant vous dire que l'équipe de Suisse, on l'a pas vu longtemps sur les écrans parce que c'était avant que les caméras s'allument. Donc autant vous dire qu'ils ont fait beaucoup d'efforts aujourd'hui les Suisses pour pas être visibles à la télévision. C'est un petit peu raté du côté de Michael Albazini, mais autant vous dire que la stratégie quand même pue un petit peu du cul. Et puis surtout du côté de l'équipe de Suisse, si tu tentes ce coup-là, pourquoi tu reprends le même coureur que la veille, en sachant qu'il y avait quand même peu de points à prendre aujourd'hui à partir du moment où tu avais raté les premières occasions. Enfin voilà, rien n'allait dans cette stratégie. Vu qu'au final, c'est toujours Quinn Simons qui est en tête du classement de la montagne, et Vitsum est troisième et n'a pas pris de points aujourd'hui, malgré tous ses efforts. Donc autant vous dire que tout a été raté du côté de l'équipe de Suisse. C'est le dernier grand raté de la journée. C'était pour conclure vraiment sur cette étape qui a été, encore une fois, du n'importe quoi. Aujourd'hui, on était donc entre Kussnacht et Hirsch. Demain, étape numéro 3 de ce Tour de Suisse. Hop, All Stage Profile plutôt. On part de Aesch pour aller à Grenchen. Étape de 177 km avec encore une fois 4 côtes dans cette étape, dont une côte de première catégorie, la côte du Bouvier, 5 km 4 à 8,6% de moyenne. Il y aura également une côte de deuxième catégorie, puis deux côtes de troisième catégorie. La dernière bosse est à une vingtaine de kilomètres de l'arrivée, juste avant le sprint intermédiaire à Bellard qui sera lui à 10-15 km de l'arrivée. Donc une journée avec pas mal de dénivelé encore entre Aesch et Grenchen. C'est une étape qui ressemble un petit peu à ce qu'on a eu sur le Dauphiné cette année pour cette étape numéro 3, donc étape de moyenne montagne. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Et puis nous, on se retrouve donc pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production dès demain avec le Tour de Suisse. Allez, ciao ciao sur l'Amérique Production.